Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Auto-Légende inédit, puisqu'aujourd'hui nous nous trouvons sur le circuit mythique de Cadour-La Réole et nous allons tout au long de cette journée vous présenter des véhicules mythiques en compagnie de nos deux consultants, Freddy et Tanguy. Alors restez bien avec nous parce qu'Auto-Légende, ça commence tout de suite. Alors on se retrouve en compagnie de Jérôme qui est président de l'association du circuit Cadour-La Réole. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce circuit mythique et de son histoire? Oui, donc c'est un circuit qui a été créé par une poignée de copains de Cadour qui ont décidé un jour de faire un pari fou et de faire un circuit routier qui pouvait accueillir les Formule 1 dans les années 50. Voilà. Alors justement, vous me parlez de Formule 1. C'est vrai qu'il y a eu une période où le circuit s'est un petit peu professionnalisé, entre guillemets. On avait de vrais pilotes qui venaient sur ce circuit. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette période-là? Grâce à la Formule 1 et des petits villages comme Cadour et La Réole ont pu se faire connaître mondialement. Grâce aussi à des grands pilotes que l'on connaît aujourd'hui. Donc, comme Raymond Sommer, Maurice Trintignant, Louis Rosier. C'est une période où en fait, les pilotes avaient une partie professionnelle dans leur métier, mais qui s'engageaient aussi énormément dans le monde automobile. Voilà. Alors aujourd'hui, on peut dire que le circuit est redevenu amateur, entre guillemets. Il vit grâce à des associations et toujours grâce à ses passionnés aussi. Donc le circuit automobile Cadour-La Réole, c'est une association qui a été créée en 1984 et qui depuis organise une présentation de véhicules anciens tous les ans le premier week-end de septembre. Et alors, je crois savoir que vous êtes un grand passionné aussi en étant président de cette association et vous avez également un véhicule qui est ici en exposition. Exact. Je suis né à Cadour. J'ai grandi au milieu de passionnés du circuit de Cadour et de passionnés d'automobile. Donc évidemment, je suis tombé dedans tout jeune. Quoi. Voilà. Quel type de véhicule vous possédez? Est-ce que vous avez une préférence déjà en particulier? Mon cœur est parti très jeune sur la marque Simca. Donc j'ai quelques Simca, notamment comme ce Simca CG. J'ai aussi une Simca Rallye 2 et quelques-unes autres un peu plus anciennes aussi. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les particularités de cette voiture? La particularité, c'est que c'est une auto qui a été construite par CG, donc c'est Chappé Gessalin. C'était deux carrossiers des années 50 qui travaillaient beaucoup pour la sous-traitance pour Alpine, DB et CD. Et un jour, ils ont décidé de créer leur auto. Ils ont pris des moules d'Alpine qu'ils ont modifiés et ils ont créé le CG. Il y a eu en tout 503 modèles, tout modèle confondu, 503 véhicules construits. C'est une auto que j'apprécie énormément parce qu'elle est très légère, très agréable à conduire et malgré peu de chevaux et une petite mécanique, elle arrive à se défendre grâce à son agilité et sa légèreté. Voilà. D'accord, c'est-à-dire combien de chevaux? C'est une auto qui fait entre 100 et 110 chevaux, mais qui pèse 680 kg. Voilà. D'accord, donc c'est pour les circuits, vous faites aussi du circuit, vous faites pas quel type de roulage avec? On fait un peu de rallye régularité, on fait du circuit, on fait un peu de montée historique, voilà, essentiellement ça. Eh bien, merci beaucoup Jérôme pour toutes ces informations et une très belle journée à vous. Merci beaucoup, avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite avec notre consultant Tanguy qui est allé chercher peut-être la voiture préférée de cette journée. Bonjour Jean. Bonjour. En me baladant sur les allées autour des stands du circuit, j'ai vu ta superbe voiture. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Alors c'est une Alpine A110, mais bon, elle n'est pas trop à présenter parce que c'est une icône. Ouais. Elle est magnifique. Elle peut l'être parce qu'elle a demandé 4 ans de restauration et beaucoup de peine et de sueur. C'est une voiture qui est, comme on dit, matching number. Oui. Dans son état d'origine. Donc matching number, ça veut dire que toutes les pièces sont d'origine. Voilà, exactement. Et qu'elle a été restaurée dans l'esprit de l'époque
Bon, par exemple, les jantes ne sont pas des jantes alpines en fonte, c'est des jantes Gotti, mais qui étaient en option à l'époque chez Alpine. Donc c'était au catalogue. C'était au catalogue. Elle est arceautée aussi avec un arceau de ville, c'est un arceau aussi de l'époque. 90 chevaux, 630 kg, on a quand même un super rapport poids-puissance. Oui, c'est le rapport poids-puissance à peu près d'une Clio Williams. Et du coup, elle est performante parce qu'elle est légère, agile, et ce qui a fait qu'elle a pu gagner. Aujourd'hui, elle a un palmarès. C'est des autos qui ont des palmarès qui ont tout gagné. À leur époque, elles ont tout gagné, que ce soit des courses champions du monde, des courses champions de France, le petit slalom régional, La course de côte. les courses de côte, et il y avait toujours une berlinette devant. C'est sûr. Et c'est vraiment un vrai régal à piloter. Ça se conduit pas une berlinette, ça se pilote. Notez, notez. Jean, merci beaucoup pour toutes les informations sur ta voiture. Régale-toi bien avec ta superbe auto. Freddy, regarde ce que j'ai trouvé. J'ai mis la barre très haut. Je me demande bien ce que tu as pu nous trouver, toi. Bon, Tanguy, ce que j'ai trouvé, c'est juste splendide. Laurent, explique-moi un peu cette voiture. Cette voiture, c'est une Mercedes 280. De quelle année? SE de 1971. Oui. Et c'est le modèle qui possède le V8 3,5 litres. Donc il y a beaucoup d'autos qui sont en 6 cylindres. Et cette auto est éligible pour faire le tour auto. Et donc, j'ai acheté ce véhicule qui était d'origine et que j'ai transformé pour en faire une voiture, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment une voiture de course, mais qui peut prétendre à faire des rallyes de régularité, des manifestations. Et tu sors combien en puissance? Donc d'origine, la voiture fait 200 chevaux. Il n'y a pas de préparation particulière sur le moteur. Le moteur est stock? Le moteur est stock, les amortisseurs sont... Alors, tu as modifié la tenue de route parce que je vois qu'il y a des grosses roues. Je pense qu'il doit y avoir des suspensions aussi. Voilà, il y a des suspensions HR sur l'avant et l'arrière. Des jantes Rial qui étaient les jantes qui sont des jantes d'époque. Oui, qui ressemblent beaucoup au BBS. Voilà, c'était les concurrentes des BBS. On parlait de l'ensemble du véhicule. Question freinage, est-ce que tu as modifié, apporté des choses pour la rendre plus performante? On aurait pu mettre des gros freins. Après, comme je l'expliquais, c'est pour faire de la régularité. Oui. Il n'y a pas besoin d'avoir une voiture avec des performances extrêmes. Donc là, il y a des plaquettes tendres, des types de freins haute température. Et en effet, bon, ça améliore le freinage, mais ça ne freine pas comme les voitures d'aujourd'hui. D'accord. Laurent, ce que j'aimerais une petite faveur quand même, c'est que est-ce que tu peux m'embarquer avec toi? Avec grand plaisir, Fred. Ah, merci Laurent. Et d'où est venue cette passion? Oh, depuis tout petit, je crois que tous les garçons sont passionnés d'automobile. Oui. Et voilà, au fil des années, Ça a été quoi ton premier joujou? mon premier jeu, c'était une BMW 2002 Ah oui. que j'ai gardé quelque temps. Et j'ai participé à Cadour, c'était il y a peut-être 35 ans. C'était dans les années 80-90. Alors pourquoi ce style de voiture? Par rapport à son historique, ça a été, ce modèle a été préparé par AMG, une voiture assez remarquable qui était la Red Pig, la même auto qui était rouge et qui a gagné pas mal de courses pour une berline. Une grosse berline. Une grosse berline. Ça a été
Voilà un petit peu pour faire une copie de cette auto. Et oui, là, je vois quand même qu'on arrive avec, on dirait, un gros mastodonte comme ça, une grosse voiture comme ça, on arrive quand même à suivre ce qui te mérite bien, ça va. Oui. Je pense que tu as un souci à la voiture parce qu'on te fait signe partout, hein, le commissaire. Ouais. Eh bien, on va s'arrêter. Ouais. On est deux à être en panne, alors ça me rassure. Eh bien, écoute, Laurent, je tenais quand même à te remercier de me faire faire cette petite balade qui était très agréable sur un circuit. On dirait qu'on est un petit peu en compétition. Eh bien, juste, merci Laurent. Freddy, j'ai trouvé une GT40. Je suis avec Pierre, son propriétaire. C'est une GT40? Non, ce n'est pas une GT40. C'est une JD. Une JD, c'est une voiture française. Et le fabricant de cette voiture s'est inspiré de la Ford GT40. D'accord. Parce que... D'où vient la hauteur de 40 pouces aussi, comme la GT40. Donc, c'est un châssis JD. Oui, c'est un châssis métal à profil carré. D'accord. Avec une coque polyester. D'accord. Elle fait combien de kilos? Elle fait 720 kilos. Le moteur, qu'est-ce que c'est? On va y aller, on va s'en rapprocher. Oui. Pierre, je lis Renault Gordini, c'est le moteur de la R8? Non, c'est pas le moteur de la R8, c'est le moteur de la R12 Gordini. Moteur et boîte d'ailleurs. D'accord. Alors moteur et boîte, du moins les carters, puisque c'est quand même une mécanique de course là. C'est dans le même sens que la R12 Gordini. Si vous voulez, la R12 Gordini, il y a moteur et boîte comme ça à l'avant. Contrairement à l'Alpine, l'Alpine, elle a le moteur dans l'autre sens, oui, et la boîte devant. Donc là, sur cette voiture-là, c'est une technique qui est certainement mieux, moteur central, comme les monoplaces. Ouais. Voilà, au niveau du moteur. Combien on a de chevaux avec ce moteur? On a à peu près 170 chevaux. C'est le moteur qui se faisait à l'époque de la Formule Renault Europe. Ah ouais. Donc elle était plus puissante que celle qui faisait la France. Donc on a... Elle faisait 170 chevaux. 600 kilos, 720 kilos. 720 kilos pour... 170 chevaux à peu près. Mais c'est un engin de fou, ça. Oui, ça marche, il faut piloter un petit peu. Hein. Et donc, c'est pas pour aller chercher le pain le matin? Ah, c'est compliqué. On a oublié de dire de quelle année elle est, cette voiture? Elle est de 1972. D'accord, ok. Bon, eh ben, écoute, merci Pierre. Tu tournes tout à l'heure? Oui, sans tarder. Eh ben, écoute, bonne course. Freddy, j'ai mis la barre encore plus haut. Je me demande bien ce que tu as pu nous trouver. Tanguy, regarde ce que je t'ai trouvé. Une vraie 505 de course des années 80 avec son propriétaire Jean-Louis qui est là, qui va nous expliquer un peu la voiture. C'est la voiture qui a été 5e au championnat de France de production en 1981, conduite par Jean-Pierre Beltoise. L'histoire de cette voiture, elle démarre bien dans les années 80 ou 81? 1980, Jean-Pierre Beltoise, qui avait gagné 2 fois le championnat sur des BMW, veut absolument qu'une voiture française roule en championnat de France de production. Il arrive à convaincre Peugeot d'engager une 505 et la voiture apparaît donc en version 2 litres atmosphérique en 1980. Alors, parlons-moi de la transition, parce que je sais que c'est dans les années 82-83, il me semble qu'elle passe en moteur turbo. 1980, 81, 82, la voiture roule tour à tour avec le 2 litres atmosphérique, qui pour l'anecdote est un bloc d'origine Renault. Ah bien, pas mal. Et bascule en 1982 avec le moteur Chrysler 2 litres 2. D'accord. Toujours en atmosphérique. À partir de milieu de la saison 1983, Peugeot greffe un turbo sur le 2 litres 2. Et on a tout l'escalade des performances jusqu'à la fin de l'expérience en 1988. Et on parle de combien de puissance? 190 chevaux. 190 chevaux. Et l'histoire se termine avec 600 chevaux en 1988. Jean-Louis, je voudrais que tu m'expliques une chose, parce que chaque fois qu'on voit une voiture de Jean-Pierre Beltoise, il y a toujours cette petite baguette qui est là. Pourquoi? Alors ça, c'est un petit guide qui permet d'éviter que la vitre, qui est une vitre en plexiglas, sorte de son guide. Mais pourquoi il avait Jean-Pierre Beltoise avait une... Laquelle vitre est commandée par une commande électrique. Oui. Compte tenu de son infirmité, puisque Jean-Pierre avait le bras bloqué depuis son accident de Reims en 1964, il exigeait que toutes ses berlines soient équipées d'une vitre électrique, puisqu'il ne pouvait pas tourner une manivelle. Jean-Louis, je voudrais que tu m'expliques un détail qui m'a sauté aux yeux. C'est au niveau de la porte arrière. J'ai vu qu'il y avait cette petite tringlerie, on va dire.
c'est quoi? Alors ça, c'est un petit câble qui sert de tendeur pour rigidifier la porte, puisque nous sommes sur des portes en plastique, Oui, alors, donc très souples. alors ce que je vois, on a du vent qui me vient de l'arrière et c'est vrai que je vois les portes qui bougent énormément sur cette voiture. Et donc, pour rigidifier la porte et éviter que la vitre en plexiglas sorte de son logement, il y a ce petit tendeur fait avec un câble métallique. D'accord. Alors justement, on a la chance d'être ici. On nous parle de cette 505 de course de l'époque avec bien sûr un moteur préparé pour la compétition. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui monsieur Christian Muraté qui est le préparateur. Qu'est-ce que est la principale activité pour remettre un moteur en état pour la compétition de cette voiture? Ça a été démonté entièrement, pièce par pièce, et reconstruit identique à l'origine. Et d'ailleurs, après son passage au banc, on est retombé à quelques chevaux près de ce qui était lancé à l'époque sur les revues techniques. Il ne faut pas améliorer les choses. Aujourd'hui, on pourrait mettre beaucoup plus de chevaux, mais ce n'est pas le but. C'est pas le but. Il faut faire les choses comme c'était fait à l'origine. Ça y est, j'ai trouvé ma préférée du plateau. Je suis avec son propriétaire. Salut Willy. Eh bien, salut Tanguy. Bon, pour ceux qui connaissent l'émission, Willy était déjà venu nous rendre visite à Autolégende avec une Jaguar XK 140. C'est ça, une 140 coupée, oui. Très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme moto? C'est une MGB. Ouais, GT V8. Ah, GT V8. Eh Parce oui. que d'habitude, elles sont en... Bon, le plus couramment en 4 cylindres et voilà, et, on va dire avec des puissances modérées, quoi. Ouais. Alors, la puissance d'un 4 cylindres sur une MGB GT qu'on retrouvait aussi sur la MGB Cabriolet, c'était quoi? Combien de Je crois que c'était de l'ordre de 80-90 chevaux, je crois. C'est ça. Et là, on a un V8 maison 3,5 litres qui fait... Alors 137 quand il est maison, et celui-là, il a été un peu modifié par sa carburation avec un carburateur quadruple corps qu'il a monté à 150-155 chevaux. Voilà. J'imagine que la différence entre le 4 cylindres et le V8... Ah oui, non, mais c'est jour et nuit. Surtout le couple, l'agrément de conduite, un plaisir. Et la mélodie, Qu'est-ce qui change par rapport à un 4 cylindres? L'intérieur, c'est le même, la carrosserie, c'est la même? C'est la même, bon, sauf sur celle-là de voiture qui a été, on le voit, modifiée parce qu'elle a un kit qu'on appelle le kit Sebring. Sebring, oui. Donc des ailes plus larges devant, des ailes plus larges derrière, les roues, le capot gonflé, là qui laisse la place justement à la cloche du carburateur quadruple corps. Donc c'est une voiture que j'ai plus pour l'amusement, et puis comme j'aime bien les petites voitures et les gros moteurs, elles correspondaient, quoi. Tu l'as depuis combien de temps, Willy? Ça va faire, on va dire, un peu plus d'1 an. D'accord. Tu n'as jamais couru ici? Non, je connais pas Donc, du tout ici. tout à l'heure, on va faire un tour. Ça sera ton premier... Ah oui, les roues, je mettrai la première fois les roues sur Cadour. Hein. Elle est sortie en quelle année? Alors, je crois que les premières V8 de chez MG, c'est, il me semble, 71-12. Et celui-là de modèle est de 76. On va mettre nos casques. Le départ, c'est pour bientôt. On se retrouve sur la ligne de départ et même directement sur le circuit. Nous sommes en immersion dans la MG GT V8 de Willy. Donc nous sommes sur le circuit de Cadour. On se fait déposer par deux Renault Sport et une 505. C'est du live, c'est super impressionnant parce qu'on est sur route ouverte en quelque sorte, fermée bien sûr pour le circuit. Alors, le virage. Alors je vous explique, il y a le cul qui part et Willy rattrape bien. Je crois qu'on a laissé un peu de gomme sur la route. Ça va chaud. Je regarde toujours derrière parce que ça peut déboîter à tout moment. On a l'odeur d'huile, l'odeur d'essence. On est vraiment dans du classique. Là, ce V8, on est un peu habitué chez Autolégende au V8 américain. Là, il y a une M3 qui va nous doubler. Le 36 à 3. Préparé, certes.
moteur qui n'a pas besoin de monter trop dans les trous. On le sent, c'est le couple du moteur qui tracte comme il faut là. Bon, et puis comme c'est pour l'instant une auto que tu connais pas trop. On va essayer de ne pas chercher vraiment sa limite extrême. Ça fait des sensations. On est à combien là? On est du compteur en max? De 80 90 miles, ça va arriver à faire. Ça fait 90 miles à l'heure, il y en a qui s'envolent vers le futur. Alors Tanguy, tu as vu ce que j'ai? On n'est pas bon là? Alors là, je vous présente Laurent. Laurent qui est passionné de Ferrari, qui va nous présenter cette fameuse Testarossa. Alors, la différence entre la Testarossa et la 512 TR. La 512 TR est l'évolution de la Testarossa. C'est concrètement quasiment la même ligne. Les jantes sont plus grosses, les jantes en 18. Pourquoi? Pour avoir des freins plus importants aussi. Ah, donc il y a les freins qui étaient beaucoup plus gros, donc les jantes plus grandes, pour mettre les freins beaucoup plus gros. C'était le défaut de la Testarossa, le freinage qui était un peu limite. Donc ils ont amélioré ça et amélioré après le moteur qui fait 40 chevaux de plus, tout en gardant le même bloc. Cette voiture, c'est simplement une gueule avec ses grosses griffes sur les côtés, on la reconnaît. Ces grilles ont l'intérêt de refroidir le moteur, parce qu'il y a les radiateurs d'eau qui sont là sur le côté. Radiateurs d'eau de part et d'autre de la voiture? De part et d'autre de la voiture, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a eu ces grilles qui sont liées au refroidissement de la voiture. Et du coup, la ligne de la voiture était dessinée avec ça. Très bien. Alors, puisque tu me parles de radiateur, on va parler de moteur. Est-ce que serait-il possible de m'ouvrir le capot pour découvrir son moteur? Pas de souci. Bon, là, on est quand même sur cet énorme moteur, quoi. Donc, ce moteur, c'est un V12 à 180 degrés, donc, qui fait 4,9 litres et qui fait 428 chevaux sur ce modèle-là. Je vois cet échappement qui me saute aux yeux, qui est en inox, je pense. C'est pas origine, ça? Non, ça, c'est un échappement sport qui libère un peu plus le moteur au niveau bruit. Qui lui fait gagner de la puissance ou pas? Pas tellement. Je pense pas que ça gagne beaucoup. Par contre, c'est au niveau sonorité, ça change beaucoup le son de la voiture. Donc Laurent, ce châssis, c'est vraiment le châssis on voit bien que c'est le châssis course, châssis tubulaire, quoi. Tout à fait, on voit le côté artisanal de la voiture avec les différents tubes qui sont soudés. Et des parties aussi démontables pour pouvoir sortir la mécanique. Alors sur celle-ci, non. La Testarossa, on démonte toute la partie arrière. La partie tubulaire est fixée à la coque. Sur la TR, c'est soudé pour plus de rigidité. Donc la partie arrière ne se démonte pas et le moteur se sort par le haut. Par le haut, très bien. Et il faut le sortir tous les 5 ans pour faire les courroies de distribution. On se retrouve devant cette magnifique 4 chevaux de 1951 pour conclure cette émission. Et je suis ravie de retrouver nos consultants Freddy et Tanguy. J'espère que vous allez me raconter de belles choses puisque je crois que vous avez trouvé de magnifiques voitures aujourd'hui. Pour moi, perso, je suis tombé sur de magnifiques voitures et j'espère que j'ai gagné mon camarade Tanguy. Pourquoi Tanguy? Dis-nous quelle a été ton expérience du jour. Alors mon expérience, c'est que contrairement à monsieur qui est rentré dans une allemande et qui est tombé en panne, moi j'étais dans une anglaise, j'ai réussi à faire 3 tours consécutifs, ce qui est quand même pour une anglaise plutôt bien. Et j'ai trouvé pour les téléspectateurs d'Autolégende 2 superbes exemplaires de la production française avec l'Alpine et la JD. Donc je suis très content de ce que j'ai pu trouver aujourd'hui. Et toi alors Freddy, du coup, qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui? Alors, deux très très belles autos. Une 505 appartenant à Jean-Pierre Beltoise, une vraie voiture de course de chez Peugeot des années 80. Une très belle Mercedes aussi de course et qui, malheureusement, c'est pour ça que je me fais charrier un peu par Tanguy, j'ai pu faire un seul petit tour et demi et nous avons eu une panne de pompe à essence. Bon, on peut dire que quand même, malgré tout, vous êtes un petit peu à égalité sur cette journée. On peut dire ça. Bon, j'ai quand même une Ferrari Testarossa, une 512 TR. MGB GTB 8 est encore plus rare.
aussi. Bon alors en tout cas, ça signifie que tous les deux, vous avez trouvé de magnifiques bijoux aujourd'hui au circuit de Cadour-La-Réole. Donc j'espère que pour nos téléspectateurs, ce sera pareil, que vous en avez pris plein les yeux. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Salut!